Bienvenue à cette dernière session conclusive de ces 2 journées d'études qu'on a intitulées « On a eu la recherche sur les engagements étudiants, sources, archives, regards croisés et pluridisciplinaires ». Pour cette table ronde, puisqu'on l'a vraiment envisagé un petit peu comme ça, avec… ok, c'est mieux. Très bien. J'ai 2 micros, ça fait presque conférence de presse. Du coup, pour cette dernière table ronde slash conférence de presse, j'aurai le sport à ma droite de Roby Morder, que vous connaissez bien, mais que je vais quand même présenter en 3 mots, donc qui est co-président du GERM, politiste et historien. Et juriste. Voilà. Il y a plusieurs facettes. J'ai aussi à ma gauche Jean-Philippe Legois, qui est archiviste historien chargé de la valorisation auprès du laboratoire EMA et coprésident de la Cité des mémoires étudiantes. Et on aura 2 interventions par Zoom. La première, c'est de Laurent Lardeux, qui est docteur en sociologie, chargé de recherche à l'INGEP et chercheur associé au laboratoire CNRS Triangle de Lyon, qui est spécialiste de la jeunesse et des engagements. Et je vais peut-être citer parmi tous tes ouvrages, peut-être l'un des derniers que tu as publié, qui a recoupé assez bien certains thèmes qui ont été traités au cours de ces 2 journées. L'ouvrage « Jeunesse d'une crise à l'autre », paru aux presses de Sciences Po en 2022, que tu as co-coordonné avec Yael Ansem-Mangui, et donc, je le disais, qui traite de nombreux thèmes qui ont également été abordés lors de ces journées d'études. Je pense par exemple au Covid. Et puis Sarah Picard. Donc Sarah, tu es maîtresse de conférence HDR à l'université Sorbonne Nouvelle en civilisation britannique. Et si j'ose dire, tu partages un petit peu une double casquette de recherche, celle de chercheuse en British Studies et celle de chercheuse sur les études de jeunesse. À ce dernier titre, tu t'es surtout intéressé récemment, il me semble, aux pratiques protestataires des jeunes écologistes, et tu nous parleras peut-être à la fois un petit peu de tes derniers travaux sur le thème, mais aussi d'une des sources d'inspiration de ces 2 journées d'études, qui est la publication de cet ouvrage en 3 volumes, One Student Protest, dont les personnes présentes dans la salle pourront trouver un exemplaire en contestation du tome 3, en consultation. Voilà, la fatigue commence à se faire vraiment se faire ressentir à la table de littérature à l'entrée de la salle. Voilà, juste pour introduire donc cette table ronde, et on aurait effectivement pu faire un résumé traditionnel du contenu des 2 journées d'études, etc. Et on a vu pendant ces 2 journées d'études comment cet objet, celui des engagements étudiants, c'est un objet qui réunit plusieurs pratiques, à la fois anciennes et nouvelles, à la fois des pratiques protestataires et des pratiques reconnues par l'institution, notamment avec la session qu'on vient d'affronter. Et pourtant, il s'agit un petit peu d'un objet frontière, me semble-t-il, qui manque un petit peu de reconnaissance académique en lui-même, parce qu'il traite, il couvre plusieurs domaines. Et ça me semblait intéressant, si vous voulez, après, dans l'ordre des institutions, mais aussi si tu as quelques éléments, Sarah, de commencer sur une première question au sein des disciplines et au sein des différents groupes de recherche, fondations et associations qui travaillent sur cet objet, un petit peu interroger cette question de la légitimité. Comment vous affrontez
dans les différentes institutions qui sont ici représentées. Cet objet des engagements étudiants, alors on verra un petit peu peut-être d'abord le point de vue de l'INJEP, et après celui du germe de la cité. Et si tu as quelques éléments, Sarah, sur le regard un petit peu à l'international, voilà, ça serait bien de commencer peut-être par cette première question. Du coup, Laurent, je vais te donner la parole. Très bien. Oui, alors tu l'as dit, Paolo. Déjà, merci de votre invitation. Donc, tu l'as dit, c'est un objet frontière, hein, ces questions d'engagement des étudiants. Et puis, on l'a entendu, je crois, tout au long des 2 journées. Un objet frontière, donc à la frontière des âges, entre la jeunesse et l'âge adulte, à la croisée des champs disciplinaires aussi, avec la sociologie, bien sûr, qui est bien représentée, mais aussi la science politique, également l'histoire, entre différents niveaux d'échelle également. Je pense que là aussi, on a pu voir tout au long de ces journées aussi que ces échelles-là, en tout cas le niveau macro était bien abordé, le niveau macro-social, le niveau des politiques de soutien ou de valorisation des engagements, à des approches plus micro, c'est-à-dire plus au niveau des trajectoires militantes, en passant par aussi ce niveau intermédiaire, je pense, qui est revenu à plusieurs fois, en fait, ce niveau intermédiaire, le niveau méso, entre l'institutionnalisation, finalement, de ces engagements et puis les parcours biographiques. Et donc, je pourrais dire, quelque part, que ça tombe bien, finalement, que ce soit un objet frontière, parce que on dit aussi souvent que l'INJEP est aussi un objet frontière, donc un établissement, finalement, qui est aussi à l'interface des univers de la recherche, des univers des politiques publiques, des associations aussi, des professionnels de la jeunesse. Donc, finalement, quand on est aussi quelque part un objet frontière et qu'on travaille sur un objet frontière, donc finalement, quelque part, on peut trouver un petit peu une certaine cohérence. En tout cas, on essaye de le faire. Donc, quelques mots peut-être aussi sur l'INJEP, parce que tout le monde ne connaît pas l'INJEP, donc l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Donc, c'est un observatoire de la jeunesse et des politiques qui leur sont destinées, donc un centre de ressources, un centre d'expertise sur la jeunesse, sur l'éducation populaire, sur la vie associative et le sport. Donc, je disais que c'est un objet frontière dans la mesure où nous sommes à la fois, au niveau des rattachements, on est à la fois rattaché à l'administration centrale, donc la DGEBA, la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, donc en lien direct avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et en même temps, et ça c'est très important, on travaille en lien direct, en lien quotidien avec la recherche académique. Donc, de nombreux labos de recherche avec lesquels nous avons des conventions de partenariat avec des universités, mais aussi en lien direct aussi avec le monde associatif, avec des professionnels de jeunesse. Et donc, entre ces différents univers, et ça aussi c'est important de le signaler, on a un conseil scientifique. D'ailleurs, Patricia Loncle est l'une des présidentes aussi de l'une des commissions de ce conseil scientifique et qui était présente aujourd'hui, qui est ce conseil scientifique qui est garant aussi de notre autonomie, ce qui nous permet de construire vraiment, et ça c'est très important, de construire des projets de recherche de façon indépendante, de façon autonome et en lien surtout avec ces différents acteurs. Donc de ce point de vue, du fait de ce positionnement particulier, on a un attachement fort, je dirais, avec un travail partenarial finalement vraiment soutenu, très affirmé, pour mettre en lien, en quelque sorte, ces différents acteurs qui ne travaillent pas toujours ensemble. Et là-dessus, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais je pense aussi, pour comprendre aussi comment on aborde ces questions d'engagement, c'est important de rappeler aussi ce côté assez central, en fait, aussi de l'éducation populaire, parce que quand on travaille sur différents objets de recherche, et notamment sur l'engagement, c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension d'éducation populaire pour expliquer finalement comment et pourquoi on travaille sur l'engagement de façon générale et pas tant sur l'engagement des étudiants. C'est-à-dire que ce lien avec l'éducation populaire implique qu'historiquement, finalement, et c'est là-dessus que j'aimerais peut-être insister, finalement, on aborde l'engagement. Quand on aborde l'engagement, on a tendance à aborder ces formes d'engagement hors du monde académique, dans des cadres souvent peu institutionnalisés, donc souvent hors du champ éducatif, hors des universités, des écoles, donc dans des formes plutôt alternatives, plutôt protestataires aussi, et souvent à partir des collectifs que les jeunes peuvent créer, qu'ils investissent, comme ceux, par exemple, liés au mouvement climat, les collectifs d'expérimentation démocratique sur lesquels on a pu travailler, les civic tech, l'engagement également dans les quartiers populaires, ou à l'inverse, dans des cadres parfois très formels,
très en lien avec la politique conventionnelle, à travers des travaux qui portent sur les élus municipaux, par exemple, ou l'engagement dans des partis politiques, mais sans nécessairement rentrer directement, en tout cas par la porte universitaire, en quelque sorte. Donc, par ailleurs, et que ce soit pour les questions liées à l'engagement, mais comme d'autres sujets de recherche, on porte aussi la focale, non pas tant en amont sur le statut des jeunes, donc qu'ils soient étudiants, travailleurs, chômeurs, précaires, mais davantage d'abord en amont sur les causes, en fait, les causes qu'ils défendent, donc des engagements qu'ils investissent, les valeurs aussi, les préoccupations dont ils témoignent. Et c'est seulement après, finalement, en reliant, qu'on va relier finalement ces différents terrains de lutte, finalement, qu'on va les relier à leur situation personnelle, à leur statut particulier, en essayant de voir notamment les lignes d'opposition qu'il peut y avoir, ou de convergence aussi, entre ces différentes jeunesses, entre celles en études, celles en emploi, celles en situation précaire, par exemple, et aussi en interrogeant aussi les variables territoriales, donc avec des travaux qui portent sur les jeunesses des quartiers populaires ou d'autres, des centres-villes ou des territoires ruraux. Et enfin, juste pour terminer, on travaille aussi sur le temps long de la jeunesse, ce qui permet d'expliquer aussi pourquoi on ne prend pas directement l'entrée de l'engagement étudiant, c'est-à-dire que quand on travaille sur le temps long de la jeunesse, notre entrée, c'est pas uniquement le temps des études, ce n'est qu'une étape finalement dans un cheminement plus long, plus longitudinal qu'on essaie de retracer. Donc, on a plutôt une approche généralement plutôt biographique de cet âge de la vie, sur un espace-temps généralement plus étendu que la seule période étudiante, puisqu'on s'intéresse aussi bien finalement aux ados, aux années lycée, qu'aux jeunes travailleurs, aux jeunes décrocheurs, aux professionnels aussi, qui interviennent auprès de ces jeunes. Et donc voilà, on a un positionnement vraiment plus sur cet âge de la vie que sur une temporalité spécifique finalement. Alors, Paolo, je ne t'entends pas, mais je ne sais pas si c'est le cas pour les autres. Non, malheureusement, on ne vous entend pas en visio. Et là, tu devrais nous entendre. Voilà, c'est que on coupe quand on n'intervient pas, donc c'est pour ça. Oui, merci. De toute façon, c'est bien que j'ai pu écouter Laurent Lardeux et donc l'INGEP avant, puisque justement, nous, en tant que GERM, groupe d'études et de recherche au mouvement étudiant, mouvement entendu au sens large, je le rappelle, mobilisation, organisation, engagement, c'est justement ce côté peut-être plus cette parcelle de la jeunesse ou des jeunesses qui a été très souvent négligée dans la recherche. En tout cas, on trouve, c'est à peu près le constat qu'on a fait depuis plus d'un quart de siècle qu'on s'est créé. Il y a beaucoup de travaux sur la sociologie de la jeunesse ou des jeunesses, sur l'histoire aussi, mais sur la composante étudiante, finalement, on s'y intéresse peu. On s'y intéresse peu en tant que tel, sauf dans des moments du style 68, le CPE, mais ça retombe assez vite. Le fait qu'on existe a tout de même mené à des recherches, des travaux qui en ont encouragé d'autres et qui ont amené, y compris à nos 2 journées d'hier et d'aujourd'hui. Alors, on a une spécificité, c'est que, enfin, pas que nous, mais en tout cas sur les approches, qui posent un problème au niveau de la reconnaissance académique, c'est que la pluridisciplinarité, elle est brandie dans l'institution, elle n'est pas pratiquée. Et difficile de caser un groupe qui regroupe historiens, sociologues, juristes, politistes, anthropologues et d'autres, qui en plus a fait de la recherche, mais en articulation avec les acteurs et actrices anciens ou actuels, et avec le monde des archives, des bibliothèques. Bref, on se préoccupe des sources et aussi d'aider ceux qui les récoltent. Donc ça, je crois que c'est un atout sur le fond. C'est peut-être notre originalité, une marque de fabrique. C'est en même temps un handicap d'un point de vue institutionnel. On progresse avec. Peut-être que la société un jour, et la société universitaire notamment, deviendra de plus en plus intelligente
c'est un espoir optimiste. Bon, alors, moi, je voudrais dire quelques mots justement sur ce croisement. Je prends quelques exemples. On travaille dans le Métron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et mouvement social, sur les étudiants et les étudiantes, donc sur les militants et les militantes, donc les engagés, politiques, syndicaux, y compris associatifs. Là aussi, c'est les discussions qu'on mène, qui sont à la fois fondées sur l'actualité et sur l'histoire. Elles nous amènent à enrichir, à voir, à croiser les regards. C'est-à-dire aujourd'hui, on a beaucoup parlé des débuts de trajectoire biographique, puisque c'est les engagements étudiants sont quasiment au début, ils peuvent avoir été précédés au niveau d'engagement lycéen. C'est sûr que quand on fait de la biographie et de la prosopographie, on reprend les mêmes sur toute une vie, 30, 40, 50 ans après, et là on peut effectivement apprécier, essayer d'apprécier d'un point de vue sociologique ou socio-historique qu'est-ce qui a été déterminant dans cette vie et qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne peut pas connaître au début, en sachant tout de même un petit peu que c'est très important, ces expériences lycéennes et étudiantes, militantes ou même ne serait-ce que d'action. La question internationale, et je dirais de manière plus vaste, une approche comparative. C'est-à-dire, si on s'intéresse aux étudiants, aux étudiantes, c'est vrai que la connaissance sera d'autant plus approfondie que dans un cadre comparatif avec d'autres secteurs de la jeunesse, avec d'autres groupes sociaux, évidemment, entre ce qui existe au niveau national et international. Ça, on a fait plusieurs choses, je n'en reviens pas. Donc, l'idée, c'est de rechercher aussi, je conclus par là, je dirais en caricaturant, parce que je suis juriste et politisme qui fait de l'histoire et de la sociologie, mais il ne faut pas le dire, parce que je n'ai pas les diplômes requis, et pourtant j'ai enseigné, c'est que très souvent, les sociologues, sans avoir une connaissance historique, vont trouver du nouveau dans l'immédiat. On l'a encore vu hier et aujourd'hui, des fois dans des choses, là où l'histoire, elle apprend... Il va surtout voir beaucoup de continuité. Donc, effectivement, la question qu'on peut se poser à chaque fois, qu'est-ce qui est dans les permanences qu'on peut constater sur un siècle de mouvement étudiant et qu'est-ce qui constitue des véritables changements et quels en sont les fondements. Je pense notamment au changement démographique, à la massification, qui est très important pour le mouvement étudiant, mais aussi le mouvement étudiant dans la société. Si on prend l'actualité, ce qui se passe en Iran n'est pas sans rapport avec la scolarisation massive, notamment des jeunes femmes, dans le secondaire et dans l'université, qui sont des processus qui existent depuis des décennies. Et à un moment donné, les changements des structures sociales, elles débouchent forcément sur des confrontations pour aboutir à des changements. Est-ce qu'elles réussiront, est-ce qu'elles réussiront pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, sont des épisodes de transition qui doivent beaucoup au mouvement étudiant vers ce qui se passe dans les universités et de manière plus vaste dans la jeunesse scolarisée. Voilà, c'était quelques mots. Décidément, la difficulté se complique. Donc oui, pour le côté Cité des mémoires étudiantes, donc on a souvent, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore cette parabole, donc on ne dit plus des deux jambes pour éviter toute accusation de validisme, et donc on reprend le terme de la charte d'Amiens de la Confédération générale du travail en 1906
qui parlait de la double besogne. Donc, pour notre affaire, on dit que la double besogne, c'est les archives et la recherche. Donc, première besogne, la recherche, Robbie Morder en a parlé excellemment. Pour la besogne archive, c'est seulement à partir des années 2000 qu'on s'en est occupé au niveau du germe, et c'est seulement à partir de 2004 puis 2008, avec la création de la Cité des mémoires étudiantes, qu'on a pu prendre à bras le corps ce chantier, sachant que le chantier des archives étudiantes est un chantier forcément permanent. C'est un travail de Sisyphe, mais c'est aussi un chantier difficile pour avoir au minimum un poste permanent pour s'occuper des archives de tous les types de mouvements étudiants. Donc, c'est pour ça qu'au moment de la pause, je vous distribuais le programme des 14e journées archives, recherche et mémoire étudiante qui auront lieu le 16 novembre aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, juste en face de Paris 8, puisque ça peut être un bon exercice pratique pour finir nos 2 journées d'études, où là, nous avons le problème de la reconnaissance des archives étudiantes par l'institution archive publique, représentée par sa tête de réseau, sa tête de pont, sa tête de gondole, comme vous voulez, à savoir les Archives nationales. Et donc, vous verrez, il y a 3 ateliers sur le fonctionnement, les élections, l'international. On est en train de prendre des contacts avec des anciens des 3 organisations principales de la fin du siècle dernier, on va dire, hein, des années 90-2000. Et donc, notre travail d'archiviste, c'est d'associer les Archives nationales, mais c'est pour ça que depuis 2018, on a rajouté le R de recherche aux journées archives et mémoire étudiante, c'est qu'on a un enjeu commun qui est de faire qu'il y ait des labos de recherche, il y ait des chercheurs qui montrent un intérêt pour ce genre d'archives pour que la puissance publique soit toujours sensibilisée à l'affaire et qu'ils ne nous disent pas, alors qu'on aura démultiplié nos efforts pour sauvegarder telle ou telle archive dans tel ou tel cave ou grenier. Ah ben non, il n'y a plus de place. Ou ah ben non, il y a un truc plus important qui est arrivé, un ancien préfet, etc. Donc, il faut qu'on arrive à monter, c'est un des chantiers communs entre le germe et la cité, il faut qu'on arrive à monter un réseau de recherche et donc ça peut prendre la forme de groupes de recherche, de groupements d'intérêt scientifique. Bon, tout ça, c'est des infrastructures un peu bureaucratiques et ce sont des coquilles qu'il faut alimenter, je dirais même armer de contenu pour que ça ait du sens. Alors, au niveau du fond, juste encore 2-3 trucs, ce qui me paraît important, c'est même archives, même la mémoire, même les mémoires collectives sont aussi un objet de recherche qui peut être intéressant. Alors bon, moi forcément, je vais prêcher pour ma paroisse, vu qu'à l'Université d'Angers, c'est la seule université où il y a un doctorat en archivistique. Mais bon, c'est une petite niche. Hein, ça peut vous paraître un peu loin en sociologie, en anthropologie, en sciences politiques, etc. Mais même dans vos disciplines de sciences humaines et sociales, cette dimension, pas simplement temporelle, mais cette dimension mémorielle peut être intéressante. Et y compris par rapport à cet objet d'étude dont Valérie Becquet disait que c'est un objet encore minorisé, même si on a bien vu tout à l'heure que tout en étant minorisé, il y a cet essai de reconnaissance par l'institution et que donc on peut aussi maintenant être dans l'autre excès, à savoir qu'on va mettre dans engagement étudiant
tout et n'importe quoi. Et je voudrais finir sur la comparaison avec le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, qui maintenant s'appelle Dictionnaire biographique du mouvement social, dont Roby a parlé. Effectivement, vous voyez que le maîtron du nom de son fondateur est passé du mouvement ouvrier au mouvement social, parce que le mouvement ouvrier, ça faisait un peu trop old school, ça rappelait trop la lutte des classes, machin. Bon, voilà, donc on dit mouvement social. Là, quand le GERMS se crée en 1995, on parle de mouvement étudiant. On dit tout de suite qu'il y a une polysémie du terme, que c'est aussi bien les structures que les mobilisations. On est clair pour nous, mais on a bien vu au fil du développement du projet de la Cité des mémoires étudiantes que justement, mouvement, ça pouvait être mal perçu. Alors, on a dit mémoire étudiante. Là, pour ce colloque, on a pris le terme engagement étudiant. Donc, voilà, on a encore à travailler ensemble. Et pour finir sur cette dimension temporelle et mémorielle, dans ce qu'a dit Corinne Davot hier par rapport à Paris 8, je pense qu'il y a des choses à creuser dans ce que disait Roby sur effectivement les permanences, les ruptures. Mais je pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est les ruptures avec son propre héritage et les ruptures avec sa propre culture. C'est-à-dire que chaque organisation étudiante a une culture spécifique, chaque héritage militant a ses spécificités. Et ce qui est intéressant dans le cas de Paris 8, dans le mouvement contre la loi travail, c'est que des militants de Solidaires étudiants fassent un peu bouger l'héritage de la Sainte Trinité, démocratie directe, Assemblée générale, coordination, pour privilégier l'Assemblée générale et même les micro-assemblées générales. Je ne sais plus comment elle s'appelait à Nanterre, Assemblée générale Fleur ou Pétale. Voilà, c'était Pétale. Voilà, pour la discussion. Merci. Sarah, tu peux rajouter quelques mots, peut-être avec un regard plus de recherche? Oui, donc bon, d'abord, merci d'avoir organisé ces 2 journées. Ça fait un peu bizarre parce que la genèse de ces livres, When Students Protest, s'est fait en 2018. Et je crois que le monde, au niveau engagement étudiant, a beaucoup évolué depuis. Je pourrais en parler. Mais juste pour revenir à ta question du départ sur comment faire dialoguer toutes ces personnes qui s'intéressent à ce sujet. On vous avait déjà évoqué comment il faut décloisonner des champs disciplinaires, mais je dirais aussi qu'il faut fédérer ces champs, mais aussi non seulement au niveau scientifique, mais géographiquement, parce que tu voulais que je parle de l'international et que le grand plaisir qu'on a eu avec ces 3 ouvrages, et il y en a d'autres que j'ai dirigés, c'est justement de voir ce qui se passe dans le sud du monde et dans le nord, et de comparer géographiquement pour voir quelles sont les tropes et les tendances qui sortent, quelle est la circulation des idées, des moyens d'action, les cibles. On m'entend pas? Tu me fais des bruits bizarres. Tu ne m'entends pas? Je ne t'entends pas en tout cas. Je stoppe. Dis à Sarah que... Oui. Je recommence ou je dis rien? Ok. Je pense qu'on t'a perdu pendant... On m'a perdu. Oui. Mais on t'a retrouvé. Mais on t'a retrouvé. Mais on m'a retrouvé à 17h vendredi soir, veille des vacances scolaires. C'est très bien. Allez, on y va. Alors, je disais que l'intérêt scientifique de croiser le regard, comme on a vu tout à l'heure, entre le nord et le sud de la planète pour voir cette circulation d'idées, de moyens d'action, de participants, de cibles, ça enrichit beaucoup nos recherches. Bien sûr, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'on n'est pas juste focalisé sur un seul endroit, mais aussi c'est très enrichissant en tant que scientifique. Hein. Et donc, When Students Protest, on était 3 femmes de 3 étapes dans nos carrières différentes, sur 3 continents différents, 3 volumes, 3 années. Et c'était riche pour nous, mais c'était riche au niveau de la recherche.
diriger les ouvrages, hein, c'est chronophage, ça ne paye pas, mais c'est chouette en termes de résultats scientifiques et personnels. Mais je pense aussi, pour dialoguer aussi, c'est de participer au congrès, par exemple, l'association internationale de sociologie. Je suis une des vice-présidentes. On a plus de 20 ateliers sur la jeunesse l'année prochaine. Et que tout à l'heure, on a dit que, si j'ai bien compris, qu'on ne s'intéresse pas beaucoup à la participation politique des jeunes, des étudiants, mais au Royaume-Uni, on est en plein essor de la recherche sur ces sujets, au Political Studies Association, et je suis une des organisatrices pour Young People's Politics. On voit une quantité de recherches de plusieurs pays dans le monde, et donc c'est encourageant, et c'est comme ça qu'on apprend, hein, nous, chercheurs, chasseurs, qu'on apprend, qu'on fait ce dialogue et on voit ce qui en ressort pour mieux comprendre et pour mieux expliquer après, et de préférence pour le bien-être des jeunes personnes qu'on étudie. Donc, mais je suis très consciente parce que vous avez compris, je ne suis pas francophone de naissance. Je suis très consciente que c'est plus difficile, hein, quand on n'est pas anglais, anglophone. Et dans les ouvrages qu'on édite, qu'on dirige, hein, on fait beaucoup de travail avec la langue, mais je pense qu'il faut oser. Et je pense qu'il faut oser. Et oser d'aller dans les endroits à l'étranger, oser publier en anglais et récolter le bonheur personnel et scientifique et avec des résultats positifs, j'espère. Merci beaucoup. Du coup, vous avez déjà plus ou moins répondu à la deuxième question transversale que je voulais vous poser, à savoir quelles étaient un petit peu les pistes d'amélioration possibles. Mais voilà, là, vous avez déjà donné quelques éléments. Peut-être, j'avais plus une question pour Laurent, parce que je sais qu'après, il doit partir. Du coup, je voulais savoir, à l'intérieur de la discipline de laquelle tu t'occupes principalement, donc la sociologie de la jeunesse, on a bien vu, y compris au cours de ces 2 journées d'études, mais avec des travaux récents, qu'il y a de plus en plus de porosité aussi dans les frontières entre les catégories traditionnelles qu'on attribue à la jeunesse. Alors, à la jeunesse en études versus la jeunesse en emploi, ou bien la jeunesse des quartiers versus la jeunesse des centres-villes, etc. Et je voulais savoir, est-ce que ces distinctions gardent encore leur pertinence à partir du moment où, par exemple, il y a des nouvelles donnes finalement qui donnent quelque chose qui peut influencer leur capacité à s'engager, à se mobiliser. Par exemple, je pense au salariat étudiant qui aujourd'hui me paraît un fait majeur. Alors, Roby, je pense que c'était toi dans un article que tu montrais que aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étudiants qui travaillent, qui représentent une masse importante pour de la proportion de travailleurs en France sur le salariat français. Et tu disais dans ton article, me semble-t-il, que à la fois ça pouvait représenter un frein à la mobilisation parce qu'il y avait de moins en moins de temps, etc. Mais aussi, ça favorisait, par exemple, ça jetait les bases par des nouveaux intersyndicalismes parce qu'on avait déjà quelques habitudes, voilà, à avoir un pied plus dans le monde du travail, etc. On pourrait le mettre en comparaison avec la question des stages, la question de la professionnalisation, etc. Et je voulais savoir, Laurent, du coup, est-ce que dans le regard un petit peu des sociologues de la jeunesse, est-ce qu'il y a des travaux qui sont plus larges sur ces catégories de l'engagement des jeunes? Est-ce que les catégories traditionnelles, du coup, gardent encore aujourd'hui une certaine pertinence de faire une séparation entre les étudiants et les non-étudiants, et parmi les étudiants, sans doute des séparations territoriales et puis des séparations encore plus localisées, je pense non seulement au lieu d'études ou Paris-Provence, mais aussi filières, disciplines, etc. Je voulais que tu nous éclaires un petit peu sur ces points.
Très bien, merci Paolo pour cette question. Enfin, je ne sais pas si je dois te dire merci parce que c'est une question qui est pas simple, hein. Mais c'est vrai que c'est une vraie question de savoir est-ce que les anciennes oppositions d'hier sont encore actuelles aujourd'hui. Alors, c'est une question qui est ancienne, mais qui trouve en fait une nouvelle actualité, je pense, avec la précarité étudiante, qui a bien montré que en fait, les conditions de vie, les situations sociales ne sont pas aussi éloignées entre des étudiants que l'on a longtemps pensé plus avantagés socialement, et puis des jeunes qui sont partis plutôt du système scolaire et d'origine plus modeste. Et ces représentations, en fait, sont depuis longtemps maintenant remises en question avec les effets, ça a été dit plusieurs fois, avec les effets de la massification des études supérieures sur le profil des étudiants, donc ce qui n'est sans doute pas sans lien. Ensuite, en fait, ce qui fait qu'en fait, on n'a plus vraiment des héritiers, je pense, comme on a pu les considérer autrefois. Et ce qui pose plusieurs questions, et des questions qui, pour le coup, là, maintenant, sont un peu plus actuelles. Est-ce qu'on peut encore dissocier les mouvements étudiants des mouvements de jeunesse? Ou quels sont les nouveaux clivages maintenant que cette massification a pu produire au sein de la jeunesse actuelle? On voit notamment que les anciennes inégalités entre étudiants et ceux qui sont partis plus tôt en fait, du système scolaire, ces inégalités se retrouvent désormais au sein même du vaste monde des étudiants, entre elles et eux, en fait, des profondes inégalités qui traversent ce monde des étudiants, tant dans les conditions d'études que de la reconnaissance très variable aussi du diplôme obtenu selon le type d'établissement fréquenté. Donc ça a été dit aussi au cours de ces journées. Mais les derniers mois, en fait, surtout, sont venus en fait rappeler à quel point les étudiants des universités sont touchés par la précarité, avec de nombreux jeunes qui ont véritablement basculé au moment de la crise. Mais le fait réellement nouveau, en fait, je pense, et ce qu'on a essayé de documenter dans l'ouvrage dont tu as fait référence, ce n'est pas la précarité des étudiants, qui est une réalité en fait déjà ancienne, qui a été déjà bien documentée avant la crise. En fait, le fait nouveau, c'est plutôt l'attention nouvelle qui lui a été accordée pendant la crise sanitaire. Et donc, il y a une crise qui a plutôt agi comme un révélateur, ce que nous avons montré dans l'ouvrage collectif, avec 10 contributions, effectivement, qui reviennent sur ces différents contextes de crise, ces différents domaines, des différents lieux aussi où cette crise a pu se dérouler au sein de la jeunesse étudiante. Et donc, si c'est une réalité ancienne, il est important aussi de ne pas se laisser obnubiler, en fait, je pense, par les effets de la crise sanitaire, mais vraiment d'avoir ce regard rétrospectif. Donc là, je rejoins aussi Roby dans ce qu'il a dit tout à l'heure, toujours avoir ce regard rétrospectif sur l'accentuation progressive dans la durée des inégalités entre jeunes, mais aussi entre générations, ce qui peut permettre ensuite de mieux saisir les disparités sur le rapport à la politique et sur les formes d'engagement. Et la question en fait qu'on se pose régulièrement, c'est finalement quels sont les effets de ces situations de précarité, d'une part grandissante de la jeunesse, puis aussi quels sont les effets que ça peut avoir sur le rapport des jeunes, et notamment des étudiants, avec les institutions de la vie démocratique. Et dans quelle mesure aussi, du coup, des conditions de vie qui sont devenues plus dégradées, dans quelle mesure aussi cette intériorisation aussi du déclassement par les nouvelles générations, dans quelle mesure tout ça peut altérer la relation de confiance qu'ils peuvent accorder aux institutions de la vie démocratique. Et quelles sont les évolutions qu'on peut observer aussi sur cette question. Donc, c'est là aussi où je rejoins cette importance d'avoir ce regard un peu rétrospectif. Et là aussi, c'est important, je pense, d'avoir des enquêtes longitudinales, et notamment l'enquête EVS, l'enquête européenne sur les valeurs, qui date de 81, qui est renouvelée tous les 8 à 9 ans, et donc qui permet d'avoir ces éléments de comparaison dans le temps, de bien comprendre aussi les évolutions, notamment les évolutions que les jeunes peuvent avoir aussi sur la question du rapport à la politique et à la démocratie. Dans quelle mesure ce rapport-là a pu évoluer au fil du temps, au fil des générations aussi. Et ce que l'on voit déjà, il y a plusieurs choses. Je pense que sur la question de la défiance, déjà, on voit qu'il y a une généralisation déjà d'un point de vue intragénérationnel entre les jeunes que l'on peut observer de cette défiance. Une généralisation qui concerne désormais tout autant finalement les jeunes qui ont fréquenté des établissements d'enseignement supérieur que d'autres qui sont sortis plus tôt. Donc des jeunes d'origine sociale favorable et d'autres de milieux populaires qui se rejoignent finalement sur ces questions de la défiance. Donc ils se rejoignent aussi sur l'insatisfaction générale aussi, et puis aussi sur les aspirations qu'ils peuvent avoir, les aspirations démocratiques en termes de justice sociale, en termes de participation plus directe aussi des citoyens. Et donc là, on voit plutôt qu'il y a
pas tant des oppositions finalement entre ces différentes jeunesses que des choses où ils se rejoignent sur la question de la défiance et sur les aspirations qu'ils peuvent avoir. Il y a plus des différences, je pense, au niveau intergénérationnel. En tout cas entre les générations actives et puis les générations des plus de 65 ans. Donc on voit qu'il y a plutôt des rapprochements entre les jeunes et les générations actives, donc les générations intermédiaires, et puis par contre un décalage grandissant, un décrochage plutôt des générations plus âgées. Donc il reste encore dans un système plutôt d'allégeance à l'égard des institutions de la vie démocratique comparativement en tout cas aux autres générations. Maintenant, la question qui se pose, et une question qu'on s'est posée aussi avec Vincent Tiberi, notamment dans l'ouvrage Génération désenchantée, donc qui revient, qui fait le point un peu sur cette enquête. Et la question qui se pose, c'est dans quelle mesure, en tout cas, ou comment se matérialise, du point de vue de l'engagement, du point de vue de la participation politique, cette perte de confiance, cette défiance à l'égard des institutions. Et là, par contre, on peut voir des différences au niveau intragénérationnel, donc entre les jeunes. Donc, il y a certes, comme je vous le disais, un rapprochement sur la question de la défiance, mais par contre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, il y a plutôt une jeunesse qui est plutôt avantagée socialement et scolairement, qui peut être davantage attirée par certaines activités protestataires, par une certaine radicalité politique aussi, que l'on retrouvait davantage avant, je pense, du côté du monde ouvrier dans les années 70 ou 80, et ce que l'on voit aussi à travers l'engagement des jeunes sur le climat, qui est quand même assez homogène d'un point de vue social, donc ça a été aussi abordé. Et à l'inverse, on voit une jeunesse qui pourtant subit plus fortement la précarité, qui est plus fragilisée aussi socio-économiquement, donc de milieux populaires, et qui se place plutôt en retrait de la vie politique, qu'elle soit conventionnelle, on le voit au niveau électoral, comme dans des formes plus protestataires d'expression politique. Donc, pour résumer, en fait, très rapidement, donc ce sentiment, donc pour revenir sur ces grilles de lecture et ces oppositions qu'il peut y avoir entre les étudiants et les autres, ce qu'on voit, c'est que le sentiment de légitimité est très inégalement distribué aussi entre ceux qui ont accédé à l'enseignement supérieur et puis les autres. On peut le voir à travers la participation électorale, où on voit toujours que le diplôme clive très fortement la jeunesse, plus que toute autre variable. On le voit aussi à travers la participation associative. Ça aussi, c'est important de le souligner. Plus on est diplômé, plus on a de chances de participer à des associations. Et puis enfin, ce qu'on voit aussi dans cette enquête, c'est les activités protestataires, donc c'est-à-dire les marches, les occupations de places, les manifestations qui sont plutôt pratiquées finalement par des jeunes qui sont plutôt avantagés socialement et scolairement. Par rapport à d'autres qui vont pas s'engager, qui vont plutôt être dans un dessaisissement politique. Et je pense qu'eux-mêmes en ont conscience, en fait, ces jeunes qui sont plutôt avantagés et qui sont plutôt des jeunes étudiants qui, on le voit aussi à travers les collectifs sur le climat, et Sarah l'aborde très bien aussi dans ses travaux, avec ces tentatives aussi de rapprochement qu'il peut y avoir entre les questions de la justice climatique et puis les questions liées à la justice sociale, avec la volonté aussi d'essayer de réunir ces différentes jeunesses qui peuvent parfois ne pas avoir le même sentiment de légitimité à l'égard de ces formes d'expression politique. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre à tes questions. Ah, oui, c'était une très bonne réponse. Merci beaucoup. D'ailleurs, je pense que ça pourrait peut-être faire réagir Roby, Jean-Philippe et Sarah. Je pense que vous avez chacun et chacune des éléments à apporter. Oui, moi, la discussion, ça me rappelle notre regretté François Stétard qui parlait de la jeunesse qui va bien et de la jeunesse qui va mal en disant, mais vous, en parlant du germe, enfin, donc vous occupez des étudiants, c'est-à-dire de la jeunesse qui va bien, moi je m'occupe de la jeunesse qui va mal. Bon. Et effectivement, je voulais dire ça. Et puis effectivement, quand on voit ce qui vient de se passer dans la jeunesse étudiante, il y a une partie qui se porte pas mal et une partie qui se porte vraiment mal. Donc là, c'est tout à fait une confirmation. Et je crois qu'il faut voir de ce qui change globalement, ce qui change du côté étudiant, bon, ça a été dit. Il y a ce qui change du côté de la jeunesse non étudiante, ce qu'on appelait autrefois la jeunesse travailleuse, qui était mobilisée, qui pouvait être engagée parce qu'elle était aussi insérée. C'est-à-dire, à 16 ans, on poursuit les études, ou on ne poursuit pas d'études, on va au travail, ou pour les jeunes hommes, on attend ça. Il y a une période de latence jusqu'au service militaire, puis autour du service militaire, on trouve du travail. Bon. Donc aujourd'hui, cette jeunesse non scolarisée,
et c'est pas simplement qu'elle est précarisée juridiquement, avec des CDD, des stages, comme les étudiants d'ailleurs. Hein, c'est qu'y compris le modèle d'insertion étudiant de l'étudiant, avec les stages et compagnie, c'est quelque chose qui a en fait altéré les modes d'entrée dans l'entreprise par la jeunesse travailleuse, pour la jeunesse travailleuse. Bon, d'enseignement étudiant ou pas. L'insertion, les politiques d'insertion professionnelle ont participé de la déconstruction du code du travail, en tout cas à l'entrée, et des réalités de l'entrée dans le travail parce que de toute façon, tout le monde fait des stages. Donc forcément, là, c'est les plus qualifiés. On n'est plus dans les... Bon, il faut... Et donc, ça change beaucoup de choses pour effectivement cette jeunesse non scolarisée qui avait ses propres hétérogénéités, mais autrefois, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais qui était, d'un certain point de vue, qui était inséré quelque part. Et effectivement, la question d'une sorte de sécurité d'insertion, d'existence, de pouvoir exister dans des lieux structurants qui peuvent être, voire avec leurs propres contraintes, ça peut être aussi bien la faculté, le lycée que l'entreprise, c'était en même temps des cadres de mobilisation, de sociabilité et de socialisation militante, engagée, qui sont beaucoup plus difficiles dans des terrains dans lesquels ce qui peut arriver, c'est la révolte. C'est difficile de s'organiser pour les chômeurs. Bon, j'ai fait partie du comité de chômeurs il y a longtemps, mais c'était déjà difficile. Donc, dans les quartiers, forcément, ça peut prendre la forme d'explosion, dans laquelle, si on prend 2005, beaucoup d'étudiants y étaient. Parce que beaucoup d'étudiants habitaient dans ces banlieues, dans ces cités, et ont participé. Voilà, donc c'est pour confirmer tout ce qui est dit, il faut qu'on avance là-dessus. Et c'est vrai que, grosso modo, dire aujourd'hui c'est pas simplement qu'il y a 40% d'étudiants qui travaillent, mais dire qu'il y a 1 200 000 étudiants qui travaillent, c'est 5, 6, 7% du champ UNEDIC. On n'avait aucun secteur industriel ou économique qui a 1 million, qui a autant de personnes. Donc là aussi, je pense que ça dépasse de loin les mondes étudiants et que les mondes syndicaux, il faut qu'ils s'en préoccupent. Bon, et y compris pour leur propre avenir. Merci. Jean-Philippe, tu veux rajouter peut-être quelque chose? Yep. Très rapidement, pour dire que effectivement, au niveau de cette place de plus en plus importante des étudiants dans le salariat, ce qui est intéressant à noter, c'est que ça soit au niveau archives ou au niveau recherche, on essaye non seulement d'avoir des débats avec les organisations actuelles, étudiantes, mais aussi avec des syndicats de salariés. Et je voulais signaler que la CGT, cet été, a eu 2 séances de réflexion sur la jeunesse et la jeunesse étudiante et la place de la jeunesse étudiante dans le salariat. Puisqu'il faut savoir que de leur côté, il y a des jeunes qui interpellent la CGT en disant mais on est apprenti quelque part. Donc, il y a aussi ça à réfléchir, hein, c'est-à-dire la généralisation de l'apprentissage pendant la crise sanitaire fait qu'on a de plus en plus d'étudiants qui ont aussi un statut d'apprenti. Donc, est-ce qu'il faut qu'ils s'organisent plutôt par rapport à leur employeur ou par rapport à leur centre de formation qui se trouve être une université? Bon, voilà. Et donc, du coup, il y a des étudiants qui s'adressent à la CGT et qui constituent ce qu'on appelle maintenant des SELA, syndicats des étudiants lycéens et apprentis. Et que certains CELA se présentent même
aux élections de représentants étudiants au même titre que la FAGE et que l'UNEF, qui essaye de continuer à maintenir le lien avec la CGT, que la CGT constitue, a un certain nombre d'anciens des deux UNEF quand il y avait deux UNEF, mais malgré ça, ils ont une pression de jeunes actuels qui veulent se syndiquer à la CGT, et ça sera très probablement un sujet de leur prochain congrès l'année prochaine. Merci. Du coup, peut-être Sarah, je sais que tu as beaucoup travaillé sur ces questions et notamment sur les pratiques horizontales, ce que tu appelles les geopolitics. Et ce serait intéressant que tu nous présentes aussi un petit peu cette notion, parce que elle est un petit peu au cœur de ce qu'il disait Laurent aussi sur l'horizontalité, la défiance, etc. d'une partie des jeunes. Alors, je suis totalement désolé, pardon Sarah de te couper. C'est pas grave. Malheureusement, j'ai des contraintes familiales et il faut absolument que je parte. Je suis vraiment complètement désolé. Mais en tout cas, merci encore de votre invitation. Et puis Sarah, on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Oui, alors, DIO, Do It Ourselves Politics, ça vient en fait en anglais de DIY, Do It Yourself. C'est le bricolage. C'est le bricolage qu'on voit aussi, l'idée en sociologie de la musique, mais aussi, à force de faire des entretiens avec des jeunes militants depuis très longtemps, et quand j'ai rédigé mon ouvrage, Politics, Protest and Young People, j'ai développé le concept de Do It Ourselves Politics, qui est l'idée de... on a entendu tout à l'heure entrepreneur, mais c'est la politique faite par nous-mêmes, donc en dehors des institutions. Et ce qui ressort, c'est que c'est un besoin quasi existentiel d'agir face à l'inertie politique et d'autres éléments. C'est de faire quelque chose, to do something, parce que les autres, les hommes politiques, les élites, les déteneurs de pouvoir, n'agissent pas. Et donc, c'est l'acte de faire quelque chose qui est important, que ça soit au niveau individuel, comme on a vu tout à l'heure avec son style de vie, mais encore plus collectivement, où les ourselves, donc c'est nous-mêmes, c'est d'agir ensemble. Donc, c'est non seulement parce qu'on est plus fort comme ça, mais c'est aussi de la création des solidarités, bien sûr, qui agissent, qui en sorte qui estompent, surtout par rapport aux jeunes engagés pour l'environnement, qui estompent la peur, l'angoisse, etc., qui fait que agir ensemble et créer des sentiments de empowerment, de belonging, d'appartenance, de pouvoir et de bonheur et de joie. Et donc, ce qu'on a beaucoup étudié, ce sont les émotions dont les facteurs qui déclenchent les étudiants et les non-étudiants. Là, on est en train de faire plein d'entretiens avec des jeunes hommes non blancs de classe ouvrière et non-étudiants. Mais on n'est pas là pour parler de non-étudiants, mais c'est important de voir. Et de comprendre et que l'impact non seulement sur l'individuel, sa santé mentale, son santé physique, mais aussi les conséquences au niveau biographique, mais aussi l'impact sur les institutions et les politiques menées, etc. Donc, en fait, Do It Ourselves Politics, c'est une façon de contourner les institutions politiques parce que ça soit parce qu'on trouve qu'ils ne sont pas efficaces ou parce que c'est vertical, parce que souvent on l'entend, vous le savez très bien, I want to be heard, I want my voice to be heard, on veut se faire entendre, mais surtout d'être écouté. Donc, c'est une façon de pouvoir s'exprimer de façon moins hiérarchique, comme les partis politiques ou les syndicats, a priori, et d'être dans des mouvements qui se vantent, mais qui ne sont pas toujours, qui se vantent plus démocratiques de façon interne, internally démocratique, et qui agissent de façon plus fluide, etc. Mais donc, il faut faire la différence entre la réalité et les faits. Mais ce n'est pas le moment, je crois qu'il est tard. Mais je dirais juste regarder. J'espère que vous aimez bien la photo que j'ai mise sur la couverture de One Street. Et si vous regardez de très près, vous allez voir quelque
chose. Mais bon, vous verrez à la sortie. Et j'ai choisi les photos avec les jeunes qui sont heureux de manifester et avec les femmes au milieu, pour montrer un peu ce que ça veut dire de bonheur face aux multiples crises qui souffrent la jeunesse partout dans le monde. Merci beaucoup et je voulais te laisser du coup la parole si tu as encore quelques minutes pour nous présenter un petit peu du coup ce projet, si tu en as encore les forces et l'envie ou… Ah, on a à nouveau un problème de son. Non, mais très brièvement. Donc, c'était en écrivant avec Judith, qui est en Australie, qu'on a rédigé un ouvrage, on a édité un ouvrage sur… on est où là? Est-ce que vous voyez ce que je partage là? Oui. Donc, on a fait un ouvrage collectif sur Young People Regenerating Politics, comme vous voyez en bas à droite. Et à partir de là, on voulait aller plus loin pour voir… et donc, on a fait ces 3 ouvrages et tu as contribué, hein, Paolo, Patricia Loncle hier aussi. Et donc, bon, à force, on les a mis dans 3 volumes différents, Secondary and High Schools, on ne va pas rentrer dans les détails, Universities in the Global South, pour parler, et le Global North avec cette image que j'aime bien. Et bon, on ne va pas rentrer dans les détails, je crois que tout le monde est fatigué, mais vous pouvez lire les ouvrages et voilà. Parce que j'en ai un peu beaucoup entre la circulation des idées, mais aussi, c'était surtout pour voir aussi comment les institutions, les forces de l'ordre, les politiques publiques, les médias et les institutions éducatives réagissaient. Parce que je pense que ce qu'on voit beaucoup dans la recherche, c'est des formes d'action, les modes d'action, qui et comment, mais on va peut-être pas assez loin pour voir quels sont les résultats de toutes ces actions politiques. Et je trouve que c'est ça quelque chose à creuser encore plus. Hein. Quels sont les résultats concrets de ces actions et au niveau individuel, collectif et politique, etc. Donc voilà. Merci beaucoup, Sarah. Est-ce qu'il y a des réactions, quelques questions en 5 minutes dans la salle pour terminer vraiment, où on dit qu'on est tous fatigués, qu'on… Ah, Cyprien. Pour le moment de velléité, en tout cas des publications collectives à partir de ce qui s'est dit. On appelle solennellement les organisateurs qui participent, eux, ont des intentions d'eux-mêmes. Je crois que pour les personnes en Zoom, elles n'ont pas… On n'entend pas. De Cyprien. Il nous demandait un engagement informel, si j'ai bien compris, sur d'éventuelles velléités de publication. Ce qu'on peut peut-être donner, puisque c'est un engagement formel. On peut dire qu'on va de toute façon exploiter ce qu'on a fait. Oui. On va… Toujours les 2 micros. Voilà. Voilà. On ne peut pas s'avancer trop nous tout seuls, hein, puisqu'on est plusieurs. Donc, il y aura de toute façon une réunion du comité d'organisation. De toute façon, en grande partie, ça a été enregistré aujourd'hui. Donc, ça sera au fur et à mesure sur la chaîne YouTube de la Cité des Mémoires étudiantes, sur lequel, en attendant, vous avez beaucoup d'autres choses à voir. Bon, YouTube, chaîne YouTube de la Cité des Mémoires étudiantes, donc il y a plein de choses déjà. Et de toute façon, que ce soit un livre, des articles, un numéro, on ne va pas en rester là. On ne va pas laisser cette matière en friche. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous aurons une ou des publications. Il faut qu'on voit le cadre, le comment, ça, on ne peut pas s'avancer. Mais la volonté y est. Et comme dit l'autre, là où il y a la volonté, il y a un chemin. Merci. S'il n'y a pas d'autres réactions, je
On vous remercie vraiment pour la participation à ces 2 journées d'études et j'espère que ça a été enrichissant. Et puis évidemment, vous allez recevoir une autorisation pour le droit à l'image pour apparaître sur la chaîne YouTube. Oui. Et on espère avoir quand même essayé de répondre à vos attentes et avoir peut-être suscité non seulement des nouvelles vocations, mais des rencontres, etc. C'était vraiment très enrichissant. Et voilà, on vous donne du coup rendez-vous le 16 novembre à Pierrefitte. Le 9 novembre, pour les plus écologistes d'entre nous, à Nanterre, pour une journée consacrée au mouvement du retour à la Terre face aux catastrophes écologistes, qui n'a pas vraiment un objet, mais il faut bien faire la publicité pour des objets qui sont étudiés en dehors des engagements étudiants proprement dit. Et puis, vous n'hésitez pas à nous envoyer des mails, nous contacter. Voilà, on vous répond toujours par différents biais. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, bon courage.